Chers amis, ne ressentez-vous pas un air d'allégresse ce soir? Oui, depuis longtemps et depuis de si nombreux mois, voire années, nous devions nous revoir et précisément aujourd'hui sur le thème inattendu d'Émilie Pellaprat. Et nous voici tous réunis, que d'élégance et que de belles histoires familiales. Chacun sait que les recherches généalogiques apportent d'innombrables découvertes et trésors exhumés. Elles m'amenèrent à m'intéresser à un beau-frère de l'époque, Jean Chrysostome de Brigode, d'une famille de négociants et de bourgeois de Lille. Son frère était conseiller secrétaire du roi en la chancellerie du Parlement de Flandre en 1780, échevin de Lille, et il fit construire le château de Brigode, aujourd'hui célèbre par son golfe, et il eut deux fils, l'un Romain, qui épousa une Latour-Maubourg, petite fille de Lafayette, et l'autre Louis, premier comte de Brigode et de l'Empire, conseiller général du Nord, maire de Lille en 1802, chambellan de l'empereur, père de France, chevalier d'Empire. En 1804, il est chargé d'aller chercher le pape de Rome à Paris pour le sacre de l'empereur, puis de le raccompagner. En 1815, il accueille en son hôtel d'Avelin Louis XVIII qui fuit l'empereur pendant les 100 fameux jours à Gand. Veuf, il épousa Émilie Pellaprat, fille d'Henri Pellaprat, riche financier devenu sous l'Empire receveur des finances. Certaines rumeurs disaient qu'Émilie était la fille naturelle de Napoléon Ier, qui aurait eu une aventure avec la mère d'Émilie lors d'une étape à Lyon. Fille naturelle, je vous annonce que la discussion ne sera certainement pas close ce soir. Henri Pellaprat achètera pour sa fille l'hôtel de la Pagerie, 17 quai Malaquais à Paris, les Beaux-Arts actuels, qui s'appellera plus tard Hôtel de Chimay. Louis de Brigode et Émilie achèteront le château de Ménard. Émilie, devenue veuve de Louis Brigode, fit un deuxième mariage d'amour. On voit que c'était deux mariages d'amour en 1830 avec Joseph de Riquet de Caraman-Chimay, 10e prince de Chimay, 1808-1886, fils aîné de François-Joseph et de Teresa Cabarrus, la fameuse Madame Tallien. Diplomate, il fut à l'origine du traité d'amitié entre les Pays-Bas et la Belgique et les bonnes relations entre le jeune royaume de Belgique et les cours de Toscane et de Naples, les États pontificaux et la Confédération germanique. La vie européenne d'Émilie et de Joseph alla d'ambassade en ambassade et fut très brillante, depuis notamment les châteaux de Fontainebleau et de Windsor. L'étude de la descendance d'Émilie Pellaprat laissait chanter de si beaux noms de France et d'Europe que j'en vins soudain à réaliser qu'ils se trouvaient tous dans l'œuvre romanesque de Marcel Proust. Mais oui, le Gotha proustien correspond tout simplement à la descendance d'Émilie Pellaprat. Émilie est donc bien la grand-mère du Gotha proustien. 3 points d'exclamation. Son fils, Joseph de Riquet de Caraman-Chimay, époux de Marie de Montesquiou, Fézenzac, cousine germaine de Robert de Montesquiou, sa fille Valentine de Caraman-Chimay, devenue princesse Bibesco, propre tante d'Emmanuel et Antoine Bibesco qu'on voit partout dans l'œuvre de Proust, la petite fille, la merveilleuse comtesse Greffule, née Élisabeth de Riquet de Caraman-Chimay, épouse d'Henri comte Greffule, lui-même cousin issu de Germain du père de Bonny de Castelane, frère de Jean de Castelane, époux de Dorothée de Talleyrand-Périgord. Son petit-fils Alexandre de Caraman épouse Hélène, princesse de Brancovan, sœur d'Anna de Noailles, née Brancovan. Vous voyez qu'on ne quitte pas la sphère proustienne. Et l'arrière-petite-fille d'Émilie Pellaprat, Hélène Greffule, épouse d'Armand, 12e duc de Gramont, frère de Corisande de Gramont, duchesse de Clermont-Tonnerre. Hélène
de Gramont et la propre grand-mère d'Armand Guillain de Maigret, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Et j'en passe, Claude de Gramont, qui épouse Léon Radziwiłł, Boson de Talleyrand-Périgord, qui est cousin germain du comte Greffulhe, etc., etc., etc. Mais pourquoi cette étude et pourquoi cet intérêt ? Ma chère famille maternelle, les Virnottes, appartient au patriciat de Lille. Venue du Val d'Aoste dans les dernières années du XVIe siècle, elle a eu 150 ans les principales charges et fonctions de Lille, conseiller du roi, etc., etc., avant que ne survienne la brillante et turbulente deuxième partie du XVIIIe siècle. À cette époque, la famille était composée de 2 frères très fortunés et influents à Lille, incarnant chacun les 2 voies possibles que les élites pouvaient prendre lors de la Grande Révolution. D'un côté, la transcendance et la tradition monarchiste en la personne de Charles-Louis Virnotte de Lamissard, bourgeois de Lille, avocat au Parlement de Flandre, procureur du roi aux eaux et forêts, conseiller municipal, anobli par charge de trésorier de la ville de Lille. On dit d'ailleurs qu'il sauva les archives de Lille de la destruction. Je n'ai pas encore trouvé vraiment de documents, mais si je le dis, c'est que ça peut être dit. Et dont la descendance appartient encore aujourd'hui par les femmes à l'ancienne, puisque non renouvelée, noblesse. Et de l'autre côté, le pragmatisme plus commode du XIXe siècle, qui s'ouvrait en boulevard en la personne d'Urbain-Dominique Virnotte, portraituré par le portraitiste des filles de Louis XV, Incius, et son épouse Catherine-Charlotte Langlard. Il était consul et négociant changeur de Lille, banquier, et décéda otage des Autrichiens comme bonne prise, n'est-ce pas ? Leur descendance masculine perdure. Les Brigodes, eux, étaient une famille de négociants et de bourgeois de Lille, comme les Virnottes, et ils surent, dans leur ascension, maintenir la logique et les impératifs réclamés par le second ordre, l'ordre de la noblesse, tout en sachant s'adapter aux régimes successifs, Ancien Régime, Empire, Restauration, Second Empire, etc. D'où cette efflorescence d'alliances et de figures remarquables qui nous vaut cette magnifique assemblée de ce soir. Ce sont ces 2 équations, Charles-Louis et Urbain-Dominique, que j'ai étudiées, je peux dire toute ma vie, en vue de les harmoniser et en déduire des règles pour reconstituer de vraies élites au service du bien commun. Et voilà quelques obligations qui créeraient un vrai miracle sociétal, civilisationnel, un vrai support aux belles noblesses et aux plus harmonieux mélanges, de vraies élites pérennes, nombreuses, généreuses, identitaires, valables pour tous les milieux sociaux en nos époques de république, en attendant le retour d'une royauté catholique. Je ne cacherai pas mes convictions. Chaque cellule familiale doit reprendre ou doter sa lignée agnatique d'un blason, selon les règles héraldiques traditionnelles, même si on est soi-même, entre guillemets, fondateur de lignée. Il sera le miroir, ce blason, de tout l'apport au bien commun, et donc un principe lumineux de rayonnement et de référence. Ce blason n'est aucunement mythomanie ou démarche d'anoblissement, mais une création visuelle codée, datée, incluant cette volonté d'ordre, un besoin de voir valider les actes moralement nobles au sein d'une lignée. Il a une valeur patrimoniale essentielle, et je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui me conteste cette valeur patrimoniale essentielle. Le rajout d'une devise est une jolie tradition, bien sûr, dans l'histoire. Les signes distinctifs d'un nom comme la fameuse particule, n'étant pas à l'ordre du jour, on pourra couramment, si le nom est très répandu, je pense à Dupont, Bernard, Durand, et sans que ce soit encore fixé par l'état civil, adjoindre à son nom celui de l'épouse à l'origine de sa lignée.
les deux séparés par un trait d'union, même si cela est à notre propre génération. On pense au marchand de tableaux Durand-Ruel. Durand-Ruel, on sait tout de suite qui il est. S'il s'était appelé Durand, on n'aurait pas su. Ce pourrait être, après le trait d'union, un deuxième nom d'usage. Le processus est unique puisqu'il accompagne la distinction d'une lignée pour les siècles. Souvent, le nom est suffisamment rare pour s'imposer de lui-même. On créera ensuite ou on complétera un thésaurus écrit agnatique généalogique qui rassemble en un seul document, site ou livre, très souvent réactualisé et réédité, la liste de tous les personnages de la famille portant le nom et qui ont servi le bien commun. Il constituera les preuves de l'appartenance aux vraies élites. On pourra créer un autre thésaurus visuel, agnatique et cognatique, sous la forme d'un collage, vous savez que c'est un mot que je connais, réunion des figures ayant illustré les deux familles paternelles et maternelles, un petit peu comme vous voyez sur le panneau sur la table là-bas. Ces deux thésaurus équivaudront, le thésaurus agnatique et le thésaurus visuel, aux lettres de noblesse qui guident chaque choix de vie, notamment matrimonial. On tiendra à jour un bottin des familles et de ceux qui suivent le même idéal. Chaque famille y sera précédée par son blason et par l'énumération des membres ayant servi le bien commun avec leurs principales œuvres. Donc ce n'est pas la peine d'en mettre 50 pages. On maintiendra l'association des lignages de France, sœur bien-aimée de la non moins aimée association de la noblesse française. Ce soutien mutuel désintégrera la névrose nobiliaire parasitant les élites traditionnelles, observation de généalogistes. On donnera le même prénom du père au fils aîné pour constituer des dynasties et différencier les branches. On aura attentivement étudié et compris le combat de Monseigneur Marcel Lefebvre. La religion d'État serait, en cas de retour de la royauté, le catholicisme en sa pleine tradition. L'éducation des enfants étant fondamentale, on cherchera, ou mieux, on créera ou soutiendra les meilleures institutions, la meilleure formation, la maîtrise de soi, l'obéissance associée en harmonie au meilleur esprit critique. L'entrée dans la vie religieuse traditionnelle sera un insigne honneur pour les familles. Réaliser de temps en temps de grandes photos de famille, n'est-ce pas, avec la tenue et l'habillement dignes de la lignée et du message transmis. Mission atteinte ce soir. Réaliser de beaux portraits mémoriels de chaque membre de la lignée, entre parenthèses, toute médiocrité étant formellement interdite. L'art du portrait peint, dessiné ou sculpté, devant refleurir, même si la photo produit aussi des chefs-d'œuvre, bien sûr. On s'efforcera de trouver une demeure qui soit le repère de la famille, le lieu des souvenirs familiaux, et on s'attachera à une province en y apportant un certain rayonnement de la famille. Les titres n'étant pas d'actualité, on visera à mener une vie qui nous fasse mériter l'adjectif depuis toujours employé et si poétique de noble, par exemple noble Pierre X, déconnecté de référence à l'ordre de la noblesse. L'application de ces règles peut réellement définir et suppléer au quartier tel que défini autrefois et maintenant, et harmoniser ainsi les alliances dans leurs échanges de patrimoine symbolique. Enfin, on rétablira les règles de la dérogeance. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir 2 descendants d'Émilie Pellaprat et un inconditionnel de Marcel Proust. La princesse Gilonne de Caramanchimay, ici présente, nous vous remercions énormément,
grande connaisseuse de son illustre famille, elle en classifia les archives avec sa mère, la princesse douairière de Chimay, a participé au développement de la vie sociale du festival musical du château de Chimay et animé les visites historiques. Elle a eu de nombreuses activités à la Croix-Rouge belge comme ambulancière et secouriste et appartient à de nombreuses confréries de la région. Le comte Armand Guillain de Maigret, ici présent, nous vous remercions vraiment, ENA, au prestigieux parcours, notamment à l'Éducation nationale, auditeur au Conseil d'État, conseiller au Centre des hautes études de l'armement, secrétaire général de la Société d'optique Sopelem, fondée par son propre grand-père Armand de Gramont, époux d'Hélène Grefful, administrateur du Champagne, Moët et Chandon, conseiller municipal de Nangis, président des forestiers privés d'Île-de-France, commandeur des palmes académiques. Si vous voulez voir la suite, il faut consulter d'autres registres beaucoup plus éloquents que moi. Gaël Philippe Church de Thann, chevalier capitulaire de l'ancien ordre royal et souverain de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, chevalier de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, et passionné par l'univers et l'œuvre de Proust, qu'il a lu plusieurs fois, il va nous évoquer quelques observations et quelques attaches savoureuses sur Proust face à la descendance d'Émilie Pellaprat. Nous remercions aussi, cher Paul-Henri Guermont-Prez, toi qui nous offres ces paquets de gaufres de chez Mère, qui sont les petites madeleines septentrionales, et non pas de Proust. Ces gaufres de chez Mère. Mère fut fondée il y a peu de temps, il y a 400 ans, et c'est une véritable institution, et c'est un lieu où se sont passées des rencontres extraordinaires, un lieu culturel, historique, que Paul-Henri va nous évoquer quelques minutes enfin. Voilà. Donc Paul-Henri génère une quantité et une qualité extraordinaires de réalisations culturelles. Merci vivement à toi et pour ton très généreux cadeau, puisque nous allons partir avec 97 paquets, ce qui ne se fait pas comme ça. Voilà. Merci à nos orateurs qui nous ont fait voyager dans le temps, dans les lieux les plus rares et des personnalités que nous avons eu plaisir à évoquer. Ravi de vous avoir retrouvés tous. J'espère à bientôt. Nous allons y veiller, bien évidemment. Et je me réjouis de cette grande joie qui régnait parmi nous. Je voudrais offrir à chacun de nos orateurs ce collage que j'ai réalisé et que je suis heureux de leur laisser.